On le voit notamment, les pays asiatiques, d'abord le Japon, puis la Corée, Taïwan, aujourd'hui la Chine, qui rattrapent le niveau de production des pays occidentaux, c'est essentiellement par un rattrapage du niveau de productivité, de technologie. Alors que c'est pas du tout parce que les pays occidentaux se seraient mis à investir massivement au Japon et en Chine. C'est exactement le contraire. Quand vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Mais avec le recul, je sais que j'ai vécu l'une des transformations sociales et économiques les plus rapides de l'histoire. Je mesure que la transformation économique que j'ai vue au cours de mes 40 années de vie est équivalente à ce qui s'est passé en Angleterre entre aujourd'hui et le XVIIIe siècle. À l'époque, les États-Unis étaient encore une colonie britannique. Cette transformation s'est faite par le biais de ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. Les visiteurs de ce musée découvrent les figures de cire des architectes de l'industrialisation de la Corée du Sud. Tous des militaires. Ils ont bâti la première aciérie du pays, clé de son industrialisation. Le projet a d'abord été rejeté par la Banque mondiale et les investisseurs internationaux. Ils le jugeaient trop ambitieux et irréaliste pour un pays pauvre comme la Corée de l'époque. Pourtant, le pays a trouvé un financement alternatif et on a mis un général à la tête de la société, propriété de l'État. Aujourd'hui, POSCO est une des 3 plus grandes aciéries du monde. C'était un affront à la théorie économique standard. Ce projet allait à l'encontre de toute doctrine connue dans les normes économiques. Et pas une seule fois dans l'histoire, un pays n'a développé son économie en ouvrant son marché à la compétition. I'm Amy Goodman here with Juan Gonzalez. Well, as people around the world continue to protest the soaring prices of basic food items, the World Food Programme has described the crisis as a... Dans un rapport, les Nations Unies accusent les prétendus programmes de libéralisation d'avoir ruiné la production agricole. Non seulement les pays en développement ne se sont pas industrialisés, mais ils ont perdu leur capacité à nourrir leur peuple. Le combat de David Ricardo pour la prétendue liberté du travail a rendu les effets du libre-échange encore plus dramatiques. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les travailleurs ne peuvent pas aller de ville en ville pour chercher à s'employer. David Ricardo veut changer tout ça. Il est rejoint dans son combat par son ami Thomas Robert Malthus. Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ressemble à un cauchemar malthusien, très proche des villes anglaises de son époque. Un paysan anglais dans la misère recevait au moins l'aide de sa paroisse. Malthus s'élève contre cette assistance. Pour lui, ça laisse aux gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Et cela leur enlève toute motivation à travailler. David Ricardo, qui est à présent membre du Parlement, est d'accord avec lui.
Il demande au Parlement que les salaires, comme tous les autres contrats, soient laissés à la concurrence libre et loyale du marché et qu'ils ne soient jamais contrôlés par le législateur. En d'autres termes, l'aide aux pauvres nuit aux lois du marché. En 1832, le Parlement réunit une commission nationale pour étudier un nouveau projet de loi sur la pauvreté. L'amendement est voté en 1834. Il tient compte des remarques de Malthus et Ricardo. L'idée est de construire des hospices pour les pauvres. Dans ces hospices, les conditions de vie devaient être encore pires que pour les plus pauvres à l'extérieur de ces hospices. Les travailleurs doivent trouver du travail. C'est le marché qui détermine leur salaire. Ils peuvent se déplacer. Il n'y a plus aucune aide de l'État. Et voilà, une véritable société de marché capitaliste. La Chine, au cours des 30-40 dernières années. Pensez qu'il y a 30 ans, la grande majorité de la population était rurale. C'était essentiellement des paysans. Où ont-ils trouvé, en 20 ou 25 ans, cette immense main-d'œuvre qu'on trouve maintenant dans toutes les villes côtières du sud de la Chine? Vous aviez une population à majorité rurale. La plupart des gens étaient agriculteurs. Les terres étaient communes, puis elles ont été privatisées. Même si au départ vous avez divisé la terre en parts équitables, très vite vous avez des gens qui perdent des terres et d'autres qui en gagnent plus. Et vous vous retrouvez vite avec des grands propriétaires terriens et des petits propriétaires et une large population sans terre du tout. C'est ce qui a créé cette main-d'œuvre potentielle. Une main-d'œuvre qui, grâce à David Ricardo et Thomas Malthus, est désormais libre de se déplacer pour rechercher du travail, prête à se vendre sur un marché mondialisé. Ils ont quitté leur village et inondé les villes. Ils sont passés de l'état de paysans d'un milieu rural très traditionnel à celui d'ouvriers dans un système capitaliste mondial. Si vous avez un salaire minimum qui permet un niveau de vie minimal, alors vous valorisez le travail, n'est-ce pas? Et c'est souvent considéré comme un problème dans un contexte de capitalisme mondial. David Ricardo et Thomas Malthus ont participé à la restructuration de la société selon la logique du marché. Mais la société va vite se révolter, faisant entendre une nouvelle voix et une nouvelle vision de la logique du capital.